Pedri. Oui, je Oui, l'aime. bonjour, je Céline Jérôme de la web radio Ville Lumière. Comment allez-vous? Oui, très bien. Vous avez un petit peu de temps à nous accorder? J'ai du temps à vous accorder. Merci, c'est gentil. J'aurai avec moi Christian et STV pour vous poser quelques questions. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir Grégory. Avant de poser des questions, j'ai toujours la petite rubrique de la petite vidéo de l'invité. Donc, on va la faire doucement, mais au moins ça va être pour que les auditeurs recadrent bien qui vous êtes. Donc, vous êtes né, alors si je me trompe, vous me rectifiez, vous n'étiez pas le 7 mai 1977 à Paris. C'est ça. Voilà. Donc, c'est très jeune que vous avez été repéré pour faire du foot. Et vous jouiez à l'époque à la jeunesse sportive de Pantin. Exactement. Et, voilà. Et votre entraîneur avait conseillé à vos parents de vous inscrire dans un des clubs formateurs de la région parisienne. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé au PSG. Donc, exactement. J'ai fait une détection. Voilà, j'ai fait une détection un mercredi du classique. Et puis ça s'est bien passé pour moi. Donc voilà. Et l'histoire a commencé à l'âge de 9 ans. Ouais. Ah voilà, j'allais vous le demander, c'est très bien, vous me devancez, c'est magnifique. Donc justement, et vous avez commencé donc à jouer en pro, en D1 à l'époque, le 16 octobre 98 contre l'Olympique Lyonnais à Lyon, en fait, à Gerland. Exactement. Voilà. Voilà. Et vous vous avez fait quand même un bon nombre de clubs et on voit toujours, pratiquement toujours de la D1 d'ailleurs. Vous avez été prêté par le PSG en 97 au Servette de Genève. Oui, pour moi, exact. Voilà. Je pense qu'on y reviendra. Vous êtes passé après, je dirais chez moi, au Stade Rennais. Voilà. Voilà, d'où je vous appelle. Qui vous a prêté au Havre, un peu. Oui. Vous êtes ensuite passé à Sochaux, Metz, Troyes, Strasbourg, Nice, et vous êtes revenu dans la Bretagne, mais à Guingamp. Mais donc votre contrat n'a pas été a été renouvelé et vous êtes à présent consultant à Beansport. Je pense que vous l'êtes toujours. Voilà. Toujours consultant. Et mon contrat était renouvelable. Hein. C'est moi qui ai refusé. Ah oui, c'est vous qui avez refusé. C'est très bien que parce que nulle part sur le net, c'est vous qui... Ah d'accord. Partout sur le net, partout j'ai pu lire, où on parlait de ça, c'est indiqué, en fait, c'était trop flou, c'était dit que ça n'avait pas été... Donc, eh ben, moi, je le fais... Strasbourg-Nice, Guingamp, et oui. Guingamp, j'ai fait qu'une année, j'aurais dû faire une deuxième, et j'ai renoncé. Voilà. Et oui. Mais au moins, c'est bien de savoir que c'est vous qui l'avez. Donc, oui, j'ai arrêté de mon propre chef. Oh, oui. Pour quelle raison, en fait? L'attitude mentale. Voilà. Ah, physiquement, ça allait encore, et un peu ras-le-bol, et puis la Ligue 2, c'est compliqué. C'est un combat permanent, ouais. Et voilà, ça m'avait pris un peu la tête. Vous aviez connu un petit peu la Ligue 2 très peu, mais c'est vrai que bon, vous avez connu une seule année, la Ligue 2 à Strasbourg. Exactement. Ouais. Et vous avez connu tard, en fait, donc pas l'habitude. Bien sûr. Et finalement, c'est pour vous, c'était plus compliqué à gérer mentalement la Ligue 2 que la Ligue 1. À quel niveau? Voilà, on débute en Ligue 1, on fait la majeure partie de sa carrière en Ligue 1, et un jour on se retrouve en Ligue 2. Voilà, on n'aspire pas à jouer en Ligue 2, c'est normal, on essaie de jouer au plus haut niveau possible. Et voilà, j'ai fait 2 Ligue 2, et je ne remis pas du tout la Ligue 2, mais c'est un championnat qui est très, très difficile et usant mentalement, et voilà, faut être prêt tous les week-ends, aller au combat, et c'est complètement différent de la Ligue 1, tout simplement. Ah oui. D'accord. Et à Being Sport, c'est un combat aussi d'être présentateur? Non, pas du tout. Consultant, c'est un plaisir et c'est une nouvelle expérience.
Et, alors, je vais juste finir au niveau de la glose sur le fait que vous avez tout de même été vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2004 avec la FC Sochaux. Voilà, oui. Que faut pas qu'on l'oublie. Vous avez quand même un palmarès, voilà. Et je dirais, vous avez joué. Oui, tout le monde n'a pas cette chance. Et je dirais en plus que vous avez joué un match extraordinaire et surréaliste, puisque vous avez joué dans le film Didier de Alain Chabat, et vous jouiez l'un des joueurs du PSG. Donc c'était vraiment un match surréaliste. Là, c'était. Ouais, c'était dire avoir joué un match comme ça. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Bon, on était étoffé du centre de formation à l'époque. Et le tournage s'était déroulé sur 15 jours et c'était super fatigant mais très agréable et c'était une bonne expérience. Ça vous a donné le goût des caméras? Comment? Ça vous a donné le goût des caméras? Non, même pas, mais oui, j'avais un rôle plus que minime. Hein. J'étais plus qu'un figurant, mais voilà, j'étais dans le truc et c'était sympa. Maintenant, ça n'est pas, non, pas plus que ça. Ouais. Oui, pas à l'époque en tout cas. Eh bien écoutez, pour l'instant, je vais repasser la parole à ma collègue Céline pour quelques temps et puis je reviens après vers vous. On va faire comme ça. Pas de souci, ça marche. Voilà. Moi, j'ai une question. Quand on est footballeur et qu'on est sur la fin de carrière et qu'on commence à prendre de l'âge, est-ce qu'on cogite un petit peu dans la tête comment on envisage la suite, l'avenir? On réagit tous différemment par rapport à ça. Voilà. Moi, je m'étais préparé parce que je suis quelqu'un de serein et de calme. Et puis voilà, le football n'est pas une fin en soi. Et la vie continue, il y a autre chose à côté. Et voilà quoi. Donc moi, c'était vraiment pas une obsession. Je n'étais pas omnibulé par la fin de carrière, par la reconversion, quoi que ce soit. Mais voilà, j'attendais ça patiemment. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai arrêté de mon propre chef. Donc voilà, c'est pas le football qui m'a dit faut que tu arrêtes. J'ai eu la chance de pouvoir arrêter de moi-même. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Et au bout de 15 ans, j'avais fait le tour, simplement. Et vous imaginiez vous couper du football ou vous pensiez à un poste ou faire quelque chose d'associatif ou toujours rester dans le football? Au départ, je vous avouerai que je pensais mettre le football de côté. Voilà. Et il s'avère que quand on baigne dedans depuis tout petit, il nous tient toujours ce football. Et le fait d'être consultant chez Beansport, c'était un pur hasard. Et voilà. Mais au départ, je n'étais pas prédestiné à être consultant ou quoi que ce soit, ou même faire de la radio que je fais un petit peu avec Pierre Ducrot, le mercredi sur France Bleu. Et puis, pas quoi. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous en êtes arrivé à devenir consultant pour Beansport? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un attaché de presse à Guingamp qui aimait me faire mes petites interviews en fin de match ou même dans la semaine parce qu'il trouvait que j'étais un bon client. Et puis il me disait qu'il m'aurait bien vu dans ce rôle-là et ça m'a fait tilt. J'ai dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Et il s'avère que voilà, Beansport venait de se créer, je venais d'arrêter ma carrière, il ne le savait pas trop. Et je rentrais dans les clous, je rentrais dans les cases, et puis il voulait des nouvelles têtes, 35-40 ans, là j'étais en plein dedans. Et ça s'est fait naturellement. Et donc c'est vous qui vous êtes proposé spontanément? Non, je ne me suis pas proposé. Je crois que voilà, l'attaché de presse, je connaissais quelqu'un qui est rentré chez Beansport. Et il a lancé mon nom, et voilà, mais c'est vrai que cette personne en question m'avait déjà interviewé à l'époque quand je travaillais sur une niche plus, ou enfin des trucs comme ça sur Canal. Et il s'est dit, c'est une bonne idée. Et puis voilà, ils m'ont lancé dans le grand bain, ça s'est bien passé, et puis j'y suis encore, jusqu'à aujourd'hui. Et comment vous analysez le rôle de consultant? Qu'est-ce qui vous plaît à travers ce métier, si on peut dire? C'est le fait d'être encore un petit peu au contact des joueurs. Donc c'est marrant parce que voilà, j'interviewe des joueurs avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué. Donc ça leur fait toujours bizarre d'être à mon micro. Mais voilà, c'est des instants sympas. Et puis c'est le fait de découvrir aussi un nouveau métier. Voilà, c'est l'envers du décor. Et
bien, donc c'est toujours agréable. Est-ce que c'est un avantage d'être consultant pour le football en ayant joué au football ou est-ce que ça n'influence pas par rapport aux autres consultants qui ont fait le choix, eux, de devenir réellement consultants? Sincèrement, déjà les consultants ont tous quasiment fait une carrière. C'est plus les journalistes qui se retrouvent hors terrain, qui n'ont pas forcément joué au foot. Mais voilà, l'avantage d'être consultant, même si j'ai pas fait une carrière extraordinaire, j'ai cette touche de crédibilité qui fait que quand je m'avance vers un joueur, je vais lui dire trois, quatre mots, il sait que voilà, je saurai de quoi je parle. Et c'est toujours important pour véhiculer le message ou les émotions qui viennent de se produire sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre émission avec Pierre Ducrot? Ça s'est fait aussi de fil en aiguille du côté de Pierre, il n'était pas prêt de ça. Et il a fait une belle rencontre avec Bruno Salomon, qui commente tous les matchs du PSG en direct sur France Bleu 107.1 et il avait besoin d'un consultant, ancien joueur de correspondance, voilà, et des personnes qui sachent faire sujet verbe complément aussi dans le football, c'est pas mal. Donc voilà, Pierre rentrait bien dans la case. Et ensuite, ils lui ont proposé de faire peut-être une émission pro PSG le mercredi soir. Il a tout de suite accepté avec une petite condition, c'était que je fasse partie aussi du truc. Donc je la remercie pour cette expérience d'ailleurs. Et voilà, comme on a mis de toujours, on partage de super moments le mercredi soir. Et puis c'est un plaisir. Mais justement, c'est peut-être un petit peu ce qui fait la force de votre duo. Peut-être, mais en tous les cas, on est en nature, on réfléchit pas, enfin on réfléchit pas aussi quand même un petit peu, mais voilà, on est cash, on fait les choses comme on le sent, et puis on essaye de pas rentrer un peu dans les cases des RMC et compagnie où ça braille un peu dans tous les sens. Nous, on essaie de positiver en permanence. Quand on a des choses négatives à dire, on le dit, mais avec pédagogie. Et puis, on n'est pas là pour casser du sucre sur les joueurs. Parce qu'on sait très bien que c'est un métier très difficile. Et puis, comme on l'a vécu de l'intérieur, ça nous permet d'avoir des jugements plutôt très libres. Et vous êtes très bien consultant, vous imaginez autre chose, vous pensez à autre chose, ou il n'y a que consultant, le football un petit peu qui revient souvent? Non, je sais pas. On m'a souvent posé la question si j'étais entraîneur ou quoi que ce soit. Je pense pas avoir cette fibre. Maintenant, c'est un métier aussi qui est très fatigant, le fait d'être entraîneur, et revivre la même vie que pendant les années que j'ai passé en tant que professionnel, c'est-à-dire aller à droite, à gauche, toute la semaine, sans arrêt au centre d'entraînement, parce que c'est pire que les joueurs, parce que l'après-midi, les coachs, ils préparent aussi leur séance pour le lendemain. Donc, c'est pas trop une vie, et puis j'ai surtout envie de profiter de ma famille. Donc, non, consultant par parcimonie, comme ça, juste le week-end, un peu de radio aussi, et puis profiter de ma famille à côté de ça. Pour l'instant, ça me va très bien. Effectivement, on attend beaucoup d'un entraîneur et justement l'entraîneur du PSG qui a souvent été critiqué, analysé, tout ce que vous voulez. On va d'ailleurs revenir sur le PSG avec Christian. Christian, je te laisse. Eh ben oui, puisque voilà, de Bein Sport au PSG, il y a presque qu'un pas, en fait, d'une certaine façon. On va en parler un petit peu, vu qu'à Auville-Lumière aussi, nous sommes une station avec essentiellement des supporters du PSG. Donc, moi, plutôt que de parler de la saison qui s'est écoulée, dont on a dit déjà beaucoup de choses, j'aimerais savoir comment vous sentez la saison à venir pour le PSG, concernant peut-être certains joueurs aussi. Comment vous voyez déjà la saison à venir au niveau du championnat pour le PSG? Plus que positive, hein, de toute manière, avec l'équipe et l'effectif qu'ils ont. Voilà, on sait que les Qataris ne sont pas venus pour rien, ils aspirent à faire de grandes choses. Pour l'instant, ils ont montré de très belles choses en très peu de temps. Donc voilà, il faut positiver et ça devrait bien se passer encore une fois la saison prochaine. Mais il faudra faire attention encore à Monaco qui investit comme il se doit pour un club qui veut rivaliser avec le PSG. Donc ça risque de rajouter un peu plus de piment et j'espère que ça donnera encore plus de valeur au titre de champion pour l'année prochaine. Ouais. Et avec justement tous les grands joueurs qui seront présents
sur le terrain du côté du PSG. Est-ce que vous pensez qu'on va enfin pouvoir dire autre chose pour beaucoup de gens que PSG égale Ibra? Ou est-ce que vous pensez que ça va encore être essentiellement marqué par Ibra, par cette année en ce qui concerne l'équipe? Sincèrement, voilà, le PSG avec et sans Ibra, voilà, on va pas refaire la leçon. On sait très bien que c'est un joueur phénoménal. Et les grandes équipes, voilà, c'est un peu ballot, mais le Barça sans Messi, le Real sans Cristiano Ronaldo, ne fonctionne pas de la même manière. Certes, ils auront des résultats, mais ça ne tournera pas de la même manière. Et je crois que le PSG sans Zlatan, c'est complètement différent. Et on a pu le voir aussi en Ligue des Champions, même si les sceptiques diront que sur le temps qu'il est resté sur le terrain au match aller contre Chelsea, Zlatan n'était pas au top. Mais je pense qu'avec un Zlatan au match retour, ça aurait pu être différent. Et vous attendez quelque chose, il y a un joueur en particulier dont vous attendez qui fasse des étincelles sur la saison qui vient, à part Zlatan justement? Quel est le joueur peut-être que vous allez plus suivre, soit pour qu'il confirme en fait ses qualités, ou peut-être parmi les nouveaux comme lui et tout ça? Est-ce qu'il y en a un en particulier? Non, mais ce qui m'a pas déçu, mais voilà, j'attendais qu'un Cavani l'année dernière, avec l'absence de Zlatan, puisse être ce leader d'attaque quand il n'est pas là. Et il a eu du mal à l'être. Et j'espère que voilà, cette confirmation-là, en cas de pépin de Zlatan ou de suspension ou quoi que ce soit, que Cavani soit moteur toute une saison en tous les cas. D'accord. Et pour l'entraîneur, Laurent Blanc, vous validez comme entraîneur, et vous pensez qu'on peut attendre peut-être plus au niveau, je dirais surtout au niveau de la Coupe d'Europe, grâce à un Laurent Blanc comme entraîneur? Laurent Blanc est pour l'instant l'homme de la situation. Voilà, il a été champion, ils ont gagné la Coupe, le trophée des champions. Un quart de finale de Ligue des Champions. Vous voulez quoi en l'espace de 2 ans? Franchement, il a bien géré. Ben oui. On met un entraîneur étranger, je suis pas sûr qu'il fasse mieux. Maintenant, Laurent Blanc fait du bon boulot. Comme Ancelotti l'a bien fait aussi, mais je pense qu'il est parti aussi trop tôt. Donc voilà, c'est le souci avec les Qataris, ils veulent tout vite et dans l'urgence. Donc on verra ce qui se passera pour Laurent Blanc en cas de mauvais résultats, si ça se passe mal, ou enfin voilà. C'est justement quelque chose, moi, qui me marque. C'est vrai que, et vous le disiez tout de suite, donc les Qataris veulent les résultats rapidement. C'est sûr qu'ils investissent, bien qu'ils semblent pouvoir investir encore autant qu'ils doivent. Mais c'est vrai qu'au départ, ils avaient quand même dit, bon, au moins 5 ans. J'ai l'impression que c'était juste peut-être pour se ménager eux une porte de sortie, pour dire bon, on n'a pas encore on a mis le temps qu'on avait prévu, parce qu'on sent qu'avec l'argent qu'ils investissent au niveau des joueurs et tout, qu'il y a vraiment une volonté d'arriver très 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 vite. Est-ce que vous pensez que c'est si bon que ça pour pouvoir former vraiment un groupe solide qui tienne longtemps? C'est pour ça qu'il faut garder l'ossature qui a débuté cette aventure. Voilà, c'est comme ça que ça se bâtit, parce qu'il faut une âme dans un groupe, et c'est ce qu'il y a de plus dur à construire. Et pour l'instant, cette âme, elle a l'air d'exister. Maintenant, il faut juste peaufiner ce groupe, mais il ne faut pas tout chambouler non plus. Il faut leur laisser un peu le temps. Et voilà, investir de l'argent, c'est une réalité, mais quand vous voyez que le Real Madrid a attendu plus de 10 ans pour gagner une Ligue des Champions, avec les joueurs qu'ils ont, on les appelle les Galactiques, c'est que voilà, c'est... Maintenant, on sait une chose est sûre, c'est que le Paris Saint-Germain fait partie de ces 7-8 équipes potentiellement capables de gagner la Ligue des Champions. Après, il y a des paramètres qu'on ne peut pas contrôler, comme les tirages au sort, ou les blessures, ou les suspensions qui arrivent au mauvais moment. Mais Paris est capable aujourd'hui de battre n'importe qui sur un match et sur une finale de Ligue des Champions. Tout à fait. Et j'aimerais aussi parler un peu du PSG féminin, parce que je suis spécialiste du foot féminin sur la station. Et j'aimerais savoir si vous avez l'occasion de suivre un peu le foot féminin, et entre autres le PSG féminin.
Ben oui, avec par l'intermédiaire de France Bleu, on a suivi aussi bien les joueurs du centre de formation avec l'équipe du PSG, par l'intermédiaire d'Anthony Vivien. Et on a suivi aussi tous les résultats de l'équipe féminine. Et j'étais allé voir aussi les moins de 19 en féminine en demi-finale contre Saint-Étienne de Candeloche, parce que je connais très bien l'entraîneur Pierre Guadino, avec qui j'ai joué en jeune. Et puis voilà, donc ça m'a permis aussi de discuter avec Sabine Delannoy. Et voilà. Donc je suis les résultats en tous les cas. Vous suivez les résultats. Et vous suivez un peu les transferts parce que cette année aussi, niveau PSG, niveau investissement, il y a du lourd en fait, tout simplement. Il y a eu des gros recrutements. C'est une équipe, ce sera pratiquement l'équipe à battre. Parce que bon, on est habitué à l'équipe de l'Olympique Lyonnais, l'ossature, mais c'est vrai que petit à petit, les joueuses quittent l'Olympique Lyonnais pour rejoindre d'autres clubs et surtout le PSG. Et là, par contre, le PSG a fait fort. Vous pensez qu'elles ont peut-être une possibilité dès cette année de leur côté aussi de remporter le titre? Elles ont mis le pied à l'étrier l'année dernière en ayant cette victoire à Gerland. À partir de là, il y a eu ce déclic et comment dirais-je, le fait de mettre ce complexe d'infériorité de côté. Et voilà, elles sont capables de battre cette équipe de Lyon. Donc, je pense que cette année, quand elles vont se présenter devant elles, que ce soit au match aller ou au match retour, elles vont pas venir en victime expiatoire comme elles ont pu l'être les années précédentes. Et là, je pense qu'ils vont partir sur le même pied d'égalité. Donc voilà. Et ça serait bien de changer un peu cette suprématie lyonnaise. Oui, après 8 saisons, c'est bien quand même de changer de changer quand même. Ouais. Je disais personnellement, je disais à l'époque où le Lyon masculin n'arrêtait pas de gagner des pieds, je me disais mais quand est-ce qu'on change quoi. Mais bon, c'est vrai que oui. Mais il y a deux cycles, hein. Le football et c'est deux cycles, hein, de toutes les manières. Ouais, tout à fait. Alors, je vois qu'on avance beaucoup, enfin on avance très vite dans le temps, et il ne reste pas longtemps. Je voudrais juste toucher deux petits mots de la Coupe du Monde. Bon, j'en profite pour donner le résultat. L'Argentine vient de gagner 1-0 avec un but à la 118e minute, donc 2 minutes avant la fin du temps réglementaire de la seconde prolongation. Donc, but de Di Maria, donc à la 118e minute. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'équipe de France. Et puis ce match contre l'Allemagne, votre pronostic sur ce match? Compliqué. C'est un match compliqué. Maintenant, voilà, on a vu, il n'y a pas de petites équipes. On voyait l'Argentine qui bat la Suisse après prolongation. Ou, comment dirais-je, le Costa Rica qui passe aussi. Voilà, maintenant, on essaie de suivre. L'équipe de France fait partie de ces 8 équipes qui restent. Et voilà, comme les 7 autres équipes, capables de gagner cette Coupe du Monde. Donc, il va falloir être près de jour J, tout simplement. Et puis y croire, parce que maintenant qu'on a un quart de finale, c'est pour aller au. Et voilà, connaissant certains joueurs à l'intérieur pour avoir un jeu avec, ce sont des compétiteurs et il n'y aura pas de complexe à avoir, quoi qu'il arrive. J'ai une question. Est-ce que l'équipe de France fait peur et impressionne? Comment? Est-ce que l'équipe de France fait peur et impressionne ses adversaires? Non, maintenant, voilà, toutes les équipes qui peuvent rencontrer l'équipe de France, individuellement, il y a vraiment, et intrinsèquement, il y a des joueurs de grande valeur, parce qu'ils jouent tous dans des grands clubs européens. Après, voilà, il y avait juste cette complémentarité à avoir dans cette équipe de France. Et ils ont su le démontrer sur les précédents matchs. Et maintenant, il n'y a pas de peur à avoir quoi qu'il arrive. Voilà, les Allemands n'ont pas peur des Français, ça c'est une certitude. Mais il y a toujours un respect et une crainte de l'adversaire parce qu'on n'est pas en quart de finale par hasard. Quand on voit Didier Deschamps qui essaye de tempérer ses joueurs, qui parlent notamment d'aller chercher le titre, d'avoir faim de gagner cette Coupe du Monde, qu'est-ce que vous en pensez? Attends, j'ai entendu que la moitié de
Ben, je vais vous la reposer. Quand on voit Didier Deschamps qui essaye de tempérer ses joueurs, de les calmer un petit peu, si on ose dire, dans le discours, qui ont un discours très positif et qui ont soif de victoire, de gain de cette Coupe du Monde, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, Didier Deschamps, voilà, c'est le rôle qu'il a à jouer, c'est de tempérer ses joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui manquent d'expérience internationale, et lui, il a gagné la Coupe du Monde. Donc c'est un avantage indéniable, et ça lui permet de pouvoir gérer toutes ces situations-là. Il sait très bien ce qui se passe dans la tête des joueurs pour lui, d'avoir vécu en tant que joueur. Et à partir de là, c'est un plus énorme pour l'équipe de France. Quand vous avez un coach qui a été champion du monde en tant que joueur, voilà, l'expérience, il l'a, et il peut le véhiculer à son jeune groupe. Et c'est ce qui permet peut-être aujourd'hui aux Français d'être en quart de finale. Comme on le demande à chaque invité, quel est votre pronostic? Qui pourrait gagner la Coupe du Monde? C'est ballot. Bon, pour moi, je ne suis pas un bon pronostiqueur. Hein. Maintenant, voilà, on dit le Brésil, parce que voilà, intrinsèquement, le Brésil est capable de gagner cette Coupe du Monde. Ils sont chez eux. Et ils arrivent à être en quart de finale sans avoir joué correctement un seul match. Alors imaginez s'ils jouent bien un match, ça va bien se passer pour eux. Maintenant, les Allemands, c'est une valeur sûre, ils sont toujours là. Et les Français ont le potentiel pour aller au bout. Maintenant, méfiance avec des équipes comme la Colombie, qui sont dans un état de flow extraordinaire, ils sont en pleine bourre. Et c'est difficile de sortir quelqu'un, sincèrement. Christian, une dernière question pour notre invité. Oui, je voulais juste revenir un petit peu sur le France-Allemagne. Et ben là, je m'adresse à un défenseur à propos d'un grand défenseur de l'équipe de France de l'époque passée, qui est Maxime Bossis, que beaucoup de jeunes élèves ne connaissent pas, qui voilà, est demi-finaliste de la Coupe du Monde en 82 en Espagne, en 86 au Mexique, toujours face à l'Allemagne à chaque fois, qui a fait demi-finale, qui a dit en fait, qui a lancé aux joueurs par médias interposés de l'actuelle équipe de France de venger l'équipe de France de cette époque-là. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'avis à voir, ou est-ce que contrairement à ça, vous seriez plutôt l'avis d'un autre grand défenseur aussi de sa fédération, par exemple, qui était Marc Trésor, qui lui considère que ce n'est pas leur combat, et que la revanche, elle avait dit en 86, et qu'elle avait raté en fait. Oui, faut pas tout mélanger. Je pense pas qu'il y ait une histoire de vengeance. Déjà, je crois que peut-être un ou deux joueurs étaient nés à cette époque-là, en 82. Donc, ça les regarde pas plus que ça. Maintenant, ils défendent leur couleur, ils ont leur histoire à écrire. Et s'ils peuvent battre l'Allemagne, ils vont pas s'en empêcher. Et si du même coup, ça permet de venger les anciens, si ça peut leur faire plaisir, c'est une bonne chose. Mais je pense pas que ce soit le leitmotiv du groupe de Didier Deschamps. Oui, c'est ce que personnellement je pensais aussi. Et voilà, j'ai ravi de vous l'entendre dire. Mais en ce qui me concerne, c'est voilà. Et en ce qui me concerne, ce sera tout, Céline. Donc, en tout cas, moi personnellement, je vous remercie en tout cas pour le temps que vous avez passé avec nous, et puis pour avoir répondu à des questions. Et ben, nous allons vous remercier, vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Et puis bonne continuation en tant que consultant, bien sûr. Oui, peut-être. Ah, ce sera avec plaisir. Au revoir. Et puis longue vie aux villes de lumière. Hein. Ah, c'est adorable. On va le mettre en boucle sur le net, ça. Ça marche. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci.